je propose de débuter. Bonjour à toutes et tous pour les personnes qui nous rejoignent là au cours de route. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation à ces webinaires qui montrent tout l'intérêt que vous portez à ce projet qu'on a co-porté entre l'AFR CIDFF Grand Est et le réseau des CIDFF en Grand Est et Intimagir sur ce sujet essentiel, trop souvent ignoré, négliger des violences faites aux personnes en situation de handicap. Donc, on est vraiment ravis de vous retrouver aujourd'hui. Ce webinaire, il intervient à la suite d'un premier webinaire qui a eu lieu à peu près il y a 2 semaines. Ce premier webinaire, il a pour objectif de vous présenter ce projet. Globalement, on est revenu sur la genèse du travail, donc comment nos deux réseaux ont travaillé pour mener à bien ce projet, à quel objectif il répond, vous adresser un petit peu les grandes lignes de son contenu, etc. Et là, aujourd'hui, l'objectif, ça va être d'aller, si je peux dire, un peu plus en profondeur. Ça va vraiment être de vous donner les clés pour favoriser l'usage concret de ce livret et son intégration dans vos pratiques professionnelles à plusieurs niveaux, que vous soyez en contact direct avec les personnes ou que vous soyez plus, on va dire, en support, travaillant sur ces thématiques-là, mais pas en contact avec les personnes. Donc voilà, on espère que ce webinaire va pouvoir, en fonction de vos fonctions respectives, vous permettre de vous projeter sur concrètement comment vous allez pouvoir utiliser ce livret. Et on espère qu'il vous sera utile et qu'il va répondre à un certain nombre de besoins, de difficultés que vous pouvez rencontrer au sein que ce soit au sein de votre travail, mais aussi d'un point de vue impersonnel, notamment par rapport aux personnes qui sont aidants, aidantes. Voilà pour ça. Au niveau des consignes, vous précisez qu'on aura un temps de questions-réponses. Donc, vous pourrez évidemment mettre vos questions au fur et à mesure dans le chat si vous le souhaitez, mais on aura vraiment un temps dédié. Et comme l'a dit Hélène au tout début, bien faire attention, s'il vous plaît, à vos micros pendant tout le déroulé de la présentation. Voilà pour la petite phase introductive. Donc, je vais bien dire que tu puisses passer à la diapositive suivante au niveau du sommaire. Alors, on a juste un petit souci technique actuellement, donc on a une petite latence sur la diffusion des slides. On s'en excuse déjà, mais voilà, de toute façon, vous aurez ce livret aussi le PowerPoint qui vous sera retransmis également par la suite, donc pour l'accompagnement. Voilà, donc là, Hélène, je te laisse reprendre sur le sommaire ou tu veux qu'on avance sur la suivante? Dis-moi. Je vais reprendre rapidement le sommaire et ensuite on pourra basculer sur la diapositive suivante. C'est juste avant de commencer, vous que ce webinaire sera présenté par moi-même, donc Hélène Champenois, chargée de projet au sein de l'AFR CIDFF Grand Est. Et je suis également avec Intimagir. Donc Hélène, peut-être rapidement juste te présenter. Oui, alors bonjour à tous. Moi, je suis Hélène Gantet. Je suis la responsable communication de l'UDA 54 qui est porteur du projet Intimagir Grand Est. Voilà. Merci. Voilà, donc vous allez avoir une présentation de ce webinaire à deux voix par nos deux structures. Donc globalement, comment ça va s'organiser? On va revenir un petit peu sur l'objectif de ce livret, à qui il s'adresse, etc. C'est Hélène qui pourra vous le présenter par la suite. On va également vous mettre en exergue concrètement dans quel cas vous pouvez utiliser ce livret. Et ensuite, dans les deux points suivants, à travers un petit booklap, on va essayer de mettre en exergue à la fois, vous interroger sur votre expérience en lien avec les violences et le handicap, et également un autre petit questionnaire qui vise vraiment à mettre en exergue les difficultés que vous pouvez rencontrer et de par ces textes-là, mettre en avant ce à quoi le livret peut répondre en termes de besoins que vous auriez sur le terrain ou dans le cadre de votre travail. Ensuite, on reviendra rapidement sur la diffusion. Donc, le livret, il a d'ores et déjà été publié, mais on reviendra dessus à ce moment-là. Et ensuite, comme j'ai pu l'annoncer, la petite phase de questions-réponses. Voilà pour la présentation sur
éléments. Et Hélène, je te laisse pour... Pour présenter le livre également, ouais. également, merci. Alors, l'objectif donc de la démarche qui a été construite avec le FRCDFF et l'Antimagir Grand Est, donc c'était vraiment de pouvoir créer un outil qui permet de détecter des violences, enfin en tout cas les personnes victimes de violences qui sont porteuses de handicap. Ça s'adresse vraiment à plusieurs types de professionnels parce que toute personne peut être susceptible, en tout cas, d'être en contact avec une personne victime de violence. Et je pense que voilà, c'est quand même un sujet qui était pour nous important de mettre en avant. C'est aussi donc pour des personnes donc aidantes. Dans quel cas discerner aussi la violence en fonction du handicap. Toute personne aussi susceptible d'accueillir ou d'accompagner des personnes en situation de handicap dans une structure ou dans un accueil. Donc ça, c'est vraiment assez large. Et pourquoi on a décidé de créer ce livret? Donc c'est vraiment pour aider à prévenir des situations, de comprendre aussi comment les situations peuvent se signaler, en tout cas les signaux qui peuvent permettre en tout cas de détecter les violences en fonction du handicap. C'est des signaux qui peuvent aussi être différents en fonction du type de handicap et d'être un peu un premier niveau d'écoute et de permettre d'accompagner de manière adaptée et sécurisée donc la personne dans la suite en tout cas, de son parcours lorsqu'elle est victime de violence. Donc là, il ne s'agit pas de répondre forcément à toutes les questions, mais d'être vraiment au fait, en tout cas, de tout ça. Voilà. Dans quel cas donc utiliser ce livret? On a vraiment la partie donc pour s'informer donc personnellement, prendre du recul et mieux comprendre les enjeux de la prise en compte de la personne qui est victime de violence, savoir quoi faire dans une situation dans laquelle on est confronté à une personne qui est victime de violence, comment la prendre en charge et comment l'accompagner quand en tout cas il y a une suspicion, une révélation de violence. Et pour se préparer s'il y a de la prise de contact avec une rencontre ou un entretien dans ce cadre-là. Et ce livret permet vraiment un accompagnement sur lequel on peut s'appuyer dans cette situation. Donc, c'est vraiment un peu un compagnon de route. Voilà, donc en tout cas, je laisse la place à Hélène pour reprendre sur la partie question un peu plus ludique et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup, Hélène. Que des échanges de paroles, des prises de parole entre Hélène. Merci beaucoup pour ces éléments-là. Donc là, dans cette seconde partie du webinaire, l'idée, c'est que avant de vous montrer vraiment comment le livret pardon, peut vous aider dans votre pratique professionnelle, l'idée, c'est un petit peu de jauger un petit peu comment vous vous situez, que ce soit en tant que professionnel de terrain ou partenaire qui travaille sur le sujet, comment vraiment vous vous situez par rapport aux situations de violence subies par les personnes en situation de handicap. Donc, pour ce faire, on vous propose une première question via WooClap. Donc, je vous invite à scanner le QR code. Vous allez normalement avoir un lien dans la conversation pour vous connecter directement. Ou sinon, vous pouvez aller sur wooclap.com et ensuite inscrire le code de l'événement. Donc là, le lien est bien dans le fil de la discussion si Parfait. vous n'avez pas la possibilité de scanner ou si vous êtes directement sur votre ordinateur et que vous voulez le faire depuis votre ordinateur. En espérant que vous puissiez tous et toutes facilement pouvoir accéder. Donc là, je vois qu'on n'a toujours personne de connecté. N'hésitez pas si vous rencontrez des difficultés particulières à nous le dire. Moi, je suis dessus pourtant. Moi aussi. Ok, bah peut-être que ça fonctionne. Oui, moi aussi. Alicia, je ne sais pas si c'est normal, puis du coup, je sais que tout en bas, normalement, on voit le nombre de personnes qui est connecté. Mais si vous êtes bien connecté, Et tout bon, ça arrive. Ah, parfait. J'ai même pas eu le temps de vous poser la question, vous avez déjà répondu. Merci Alors, la pour vos première réponses question, c'est... dans la conversation. Comment, pardon? Je disais merci aux personnes qui répondent dans la conversation Oui. pour qu'on puisse suivre correctement. Merci beaucoup.
Alors, du coup, la première question, c'est la suivante. Avez-vous déjà été confronté en tant que professionnel de terrain ou informé en tant que professionnel travaillant sur la thématique, mais pas forcément en direct avec les personnes, de situations de violence impliquant une personne en situation de handicap? Oui, à plusieurs reprises. Oui, une fois. Non, jamais. Ou je ne sais pas. On va laisser un petit temps pour que euh, chacune et chacun puisse répondre à cette question. Là, à première vue, la tendance qui ressort, pardon, c'est oui à plusieurs reprises. Effectivement, je vois le nombre de personnes connectées. Ouais, il y a peut-être aussi un petit temps de latence pour l'acceptation des réponses dans le book là. Eh ben, merci pour ces premières réponses. Donc, effectivement, ce qui ressort, c'est le oui à plusieurs reprises, puisqu'effectivement, les personnes en situation de... Oui, Ah, bon. Alice, Bah non, mais tu Alissa, sais, c'est soit paperboard, soit. Comment ils sont C'est bonjour, bon, je pardon, je vais vous demander désactive. de faire attention à vos micros, s'il vous plaît. Alors, J'ai Alissa, je veux bien que tu passes désactivé le micro. je veux bien que tu passes à la diapositive suivante. Mais effectivement, ce qui ressort, c'est évidemment le oui à plusieurs reprises, puisque bah, les personnes en situation de handicap sont davantage victimes de violences. Les violences faites aux personnes en situation de handicap sont nombreuses et répétées. Et on a une donnée genrée qui est assez flagrante, hein, qui est important de mettre en avant ici. Les femmes sont particulièrement ciblées par les situations de violence lorsqu'elles sont en situation de handicap. On a deux chiffres qui, à mon sens, sont très alarmants et qui montrent toute la nécessité d'agir, de s'informer, d'être sensibilisé, puisque 80% des femmes en situation de handicap sont victimes de violences. Et une femme en situation de handicap est 4 fois plus susceptible de subir des violences sexuelles que le reste de la population féminine. Donc voilà, c'est vraiment des chiffres qui interpellent et qui dit ô combien il est important d'agir. Donc, pourquoi les femmes sont doublement ciblées? Bah, elles vont subir à la fois les stéréotypes sexistes qui vont nourrir les inégalités, les discriminations, et c'est un terreau fertile hein, aux violences. Hein. Je le rappelle, les femmes sont les premières victimes de violences sexistes et sexuelles. Et en plus de ça, quand vous êtes une femme en situation de handicap, vous avez tous les stéréotypes liés à la situation de handicap qui vont s'ajouter. Donc ça fait que bah, les femmes en situation de handicap ont vraiment sont vraiment plus à risque en termes de violence, et c'est vraiment quelque chose d'important à avoir en tête, et une réalité qu'il ne faut pas miser ni ignorer, et sur laquelle il est vraiment important de travailler et de s'intéresser. De l'autre côté, voilà, on le sait, les violences sont nombreuses et sont répétées, mais elles sont souvent. Je peux juste rester sur la diapositive suivante, merci. Elles restent, bien entendu, malheureusement, difficiles à identifier. Et là, je pense que les professionnels hein, qui agissent sur ces questions-là sont encore mieux à même de parler de ça que moi. Mais voilà, aujourd'hui, on a une personne sur 7 qui est en situation de handicap. Et surtout, on a 80% des handicaps qui sont invisibles. Donc, c'est éminemment complexe à identifier pour, in fine, adapter l'accompagnement. Voilà, c'est vraiment la prévention hein, des violences et l'accompagnement des personnes en situation de handicap victimes de violences est évidemment très complexe de par les faits que j'ai pu vous étayer. On a également aussi bah, les notions, le fait que les personnes en situation de handicap sont souvent quand même assez isolées. Les personnes ont aussi une certaine dépendance vis-à-vis des professionnels, vis-à-vis des aidants, de par leur situation de handicap.
Et voilà, et ça, encore une fois, c'est vraiment la vulnérabilité des personnes porteurs et porteuses de handicap, plus la dépendance, c'est vraiment en fait des facteurs qui malheureusement vont faire en sorte que ces personnes sont encore plus à risque de subir des violences. Et en plus de ça, on a également la donnée genrée où, où les femmes sont particulièrement victimes de violences, notamment sexistes et sexuelles. Voilà pour cette première question. Maintenant, je vous propose une deuxième question qui, là, a pour but un petit peu de savoir comment vous vous sentez par rapport à cette situation-là. Est-ce que vous vous sentez suffisamment armé? Donc, la question qu'on souhaitait vous poser, c'est la suivante. Donc de la même manière, je vous invite à me redire des réponses, donc c'est parfait. Je vais la lire pour les personnes qui n'ont pas encore vu et qui n'ont pas encore répondu. Mais selon vous, en tant que professionnel de terrain, voilà, partenaire, personne qui travaille sur ces sujets, est-ce que vous vous sentez suffisamment outillé pour repérer et accompagner les personnes en situation de handicap victimes de violence? Oui, plutôt, partiellement ou pas du tout? Donc, je vais laisser un petit temps pour pouvoir répondre à la question, parce que je vois il y a quand même un certain nombre de réponses. Bon, en tout cas, ce qui ressort, hein, ça va être le pas du tout et le partiellement. Du coup, c'est des retours hein, qui font écho au retour des professionnels qu'on a pu avoir dans le cadre de la co-construction de ce livret, voilà, un certain nombre de professionnels, hein, de personnes travaillant sur ces sujets se sentent pas forcément assez outillés, manque de repères pour vraiment accompagner de manière sécurisée et adapter les personnes en situation de handicap victimes de violences. On retrouve beaucoup, hein, je le disais dans le premier webinaire, au niveau des constats, on a vraiment un certain nombre de ressources sur les violences. On a aussi des ressources sur les handicaps, mais on en a finalement peu à l'intersection des deux. Ou sinon, ça va être, il y en a évidemment, hein, mais c'est des ressources assez conséquentes, plutôt des rapports. Et voilà, essayer de partir pour ça là. Et là, vos retours vont également dans ce sens que on a décidé de travailler sur vraiment un outil pratique, opérationnel, accessible pour vraiment aider les personnes à mieux appréhender les situations de violence subies par les personnes en situation de handicap pour mieux repérer, mieux informer les personnes, enfin, savoir correctement réagir, etc. Merci pour vos réponses. Donc voilà, pour conclure un petit peu sur cette phase-là, on est toutes et tous concernés à cette situation. Le repérage est éminemment complexe, hein. Mais pour agir voilà, de manière adaptée, sécurisée et le plus en confiance possible dans sa pratique professionnelle, c'est évidemment très important de s'outiller, de s'informer, de se former également. Et on espère en tout cas que le livret qu'on vous propose aujourd'hui vous aidera en fait dans cette dynamique pour aborder les choses euh, de manière la plus sereine possible pour tout le monde. Donc maintenant, je vous propose de passer à la phase un petit peu d'appropriation du livret. Donc on ne savait pas exactement comment vous présenter les choses de la manière la plus simple possible et aussi la plus interactive. Donc on s'est dit que c'était intéressant de vous présenter les apports du livret et aussi vous montrer en sa dimension pratique sous le prisme des difficultés que vous pouvez rencontrer. Euh, donc l'idée en fait c'est on va vous poser une question et ensuite l'idée ça sera de voir comment par rapport à ces difficultés en fonction de là où chacun se sent le plus concerné, comment concrètement le livret permet d'y répondre, au sein de quelle fiche vous allez trouver certaines informations qui, je l'espère, pourront répondre à un certain nombre d'interrogations. Donc concrètement, en tant que professionnel de terrain, quelles sont les principales difficultés que vous pouvez rencontrer face à des situations de violence qui vont concerner des personnes en situation de handicap?
Comme difficulté, hein, celles-ci font vraiment état, nous, des échanges qu'on a eus pour la construction du livret et je pense qu'elles devraient faire écho à un certain nombre de difficultés que vous identifiez, vous, dans votre pratique. Bien entendu, il y en a plein d'autres et on pourra en échanger par la suite ensemble, voir si le livret y répond. Peut-être que le livret n'y répondra pas, il n'est pas, il n'est pas exhaustif et ça pourra aussi nourrir des travaux complémentaires à mener. Donc, première difficulté, notamment la manque de connaissances sur les spécificités liées au handicap. Deuxième difficulté que vous pouvez rencontrer, ça va être notamment tout ce qui est les stéréotypes, les représentations inconscientes qui peuvent, comment dire, biaiser à un certain moment peut-être les accompagnements, le repérage, l'identification des situations. Des difficultés à identifier les violences, nommer clairement quel type de violence peut subir la personne, difficulté à identifier les signaux d'alerte. Et on le sait, c'est beaucoup plus complexe pour les personnes en situation de handicap, parce que vous le verrez, je vais l'étayer par la suite, mais il y a un certain nombre de signaux d'alerte qui ne vont pas être pris en compte de la même manière quand une personne est en situation de handicap, puisque ce signal-là va plus être mis plus être expliqué du fait de la situation de handicap, alors que c'était il doit aussi être interprété comme un véritable signal par rapport aux violences. La méconnaissance des mécanismes de violence, notamment au sein du couple. Également, évidemment, la difficulté sur la crainte de mal faire lors de l'accueil de la parole, comment correctement accueillir la parole de la victime, utiliser les bons mots, de par la prise en compte, l'identification du handicap de la personne. Également, le flou juridique et les obligations des professionnels en matière de violence. Et enfin, également, les incertitudes sur l'orientation des victimes. Voilà, donc, je vous laisse répondre à cette première question. Et voilà, ça va être intéressant de voir un petit peu les principales difficultés qui se dégagent pour vous tous et toutes. Ah, alors oui, je ne sais pas, je vois dans le chat, on peut choisir qu'une seule réponse. Euh, Alicia Hélène, je ne sais pas si effectivement il y a qu'un choix de réponse possible pour cette question. Oui, alors il n'y a qu'un choix Ok. possible, donc du coup, prenez vraiment celui qui se rapproche le plus de la question, enfin en tout cas, celle qui est la plus représentative en tout cas. En tout cas, merci pour ces premières réponses. Bon, du coup, c'est peut-être un peu biaisé puisque je pense que certaines personnes ne savaient pas que vous pouviez sélectionner une seule difficulté. Mais en tout cas, la difficulté qui ressort le plus, c'est au niveau de l'accueil de la parole, hein, la crainte de mal faire, se dire est-ce que j'utilise les bons mots, correctement accueillir la parole. La deuxième difficulté qui ressort, c'est la difficulté à identifier les violences et les signaux d'alerte. Et ensuite, on a le manque de connaissances sur les spécificités liées au handicap. Merci en tout cas pour ces réponses. Ça illustre voilà, les difficultés que vous rencontrez. Et c'est vraiment en tout cas la difficulté qu'on vous a proposée dans cette question. C'est vraiment celles-ci, si je puis dire, qui ont guidé un petit peu la rédaction du livret. Et sur ces difficultés-là, on a en tout cas modestement tenté de vous donner des clés pour justement mieux faire face à celle-ci. Donc, ce que je vous propose pour un petit peu illustrer et vous montrer un petit peu comment naviguer dans le livret, c'est que je vais partager moi mon écran. Je vais vous montrer le livret et je vais reprendre en fait toutes ces difficultés-là et je vais vous montrer comment le livret y répond à travers une ou plusieurs fiches. Alors, je vais vous partager mon écran.
est-ce que vous voyez toutes et tous correctement mon écran, soit le sommaire du livret qui affiche actuellement? Oui. Parfait. Alors, du coup, ce que je vous propose, c'est de reprendre l'ensemble de ces difficultés et voir voilà, comment le livret y répond, vous ayant un petit peu certaines fiches sans revenir dans le détail précis exactement des fiches. Je vous laisse voilà, le temps évidemment de le lire et puis et de vous en saisir. Du coup, la première difficulté, hein, et c'est une difficulté qui est ressortie dans vos réponses, c'est la suivante, c'est le manque de connaissances sur les spécificités liées au handicap. Donc sur cette difficulté, il y a, il y a 4 fiches en tout cas qui donnent, qui vraiment apportent des premiers éléments pour correctement saisir les spécificités, disons, liées au handicap qui sont importantes à avoir en tête pour les accompagnements, notamment. Donc la première fiche, ça va être la première. Donc voilà, vous allez voir, le sommaire, c'est en lien cliquable. Donc voilà, ça permet vraiment, euh, c'est ce vers quoi on vous laisse diriger, hein, vraiment cette dimension pratique. J'ai un questionnement par rapport au sommaire, je regarde là où je peux aller piocher des informations par rapport aux interrogations que j'ai, aux difficultés. Et plusieurs fiches peuvent répondre à des difficultés, à des besoins. Donc, par exemple, pour les spécificités liées au handicap, vous avez notamment la fiche sur la situation de handicap. Donc, vraiment, cette fiche, elle va revenir sur le handicap, c'est quoi, sur un certain nombre de chiffres par rapport à ça. Et ça va notamment, oui, j'avais surligné quelques éléments, ce que vous avez en jaune, c'est mon surlignage personnel. Euh, Notamment, enfin, c'était une notion que je trouvais assez intéressante. Cette fiche a été rédigée par un team Agir. Et c'est, à mon sens, là, ce que je vous ai dit, quelque chose d'important à avoir en tête. Mais vraiment, dans la notion de handicap, c'est important de ne pas réduire la personne à son handicap, mais vraiment de partir de la situation de handicap. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle maintenant, et c'est à privilégier, de personnes en situation de handicap et pas de personnes handicapées. On ne réduit pas la personne à son handicap. Et dans cette fiche, vous allez voir que le handicap, c'est éminemment important de le lire à travers l'environnement. Puisqu'on va voir qu'en adaptant l'environnement, on va pouvoir corriger, voire supprimer une situation de handicap. Donc, dans le livret, vous avez des exemples, hein. Par exemple, une personne qui est en fauteuil roulant, on va pouvoir réduire son handicap dans l'accessibilité à un lieu avec une rampe d'accès, par exemple. Voilà, il y a vraiment des choses qui se mettent en place et c'est important vraiment de lire le handicap sous le prisme de l'environnement et se dire que la société doit adapter l'environnement pour l'accueil et l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Voilà, vous avez vraiment tout un schéma, hein, qui illustre ça. Euh, voilà. Et vous avez également une fiche qui illustre les différents types de handicap et qui montre que le handicap, c'est pas une notion qui est simple à appréhender et qui est complexe, hein, puisque ça englobe une grande diversité de situations qui vont impacter à des degrés plus ou moins importants la vie de la personne dans ses interactions avec la société, l'accès à un certain nombre de services, de ressources, etc. Voilà pour cette première fiche. Au niveau, je suis toujours sur la difficulté, sur le manque de connaissances liées au handicap. On a également une deuxième fiche qui, à mon sens, vous fournit un certain nombre de repères euh, pour mieux appréhender les spécificités. Alors, C'est la fiche sur le... excuse-moi Hélène, un tout petit instant, parce que là, tu es un peu Oui. hachurée. Juste faire une mini pause, voir. Tu peux reparler, excuse-moi. Ouais, ou sinon, je peux essayer de supprimer ma caméra. Ouais, peut-être. On coupe nos caméras pour faciliter le flux. J'espère que ça va être plus audible pour vous. Donc, toujours sur cette difficulté, hein, sur le manque de connaissances sur les spécificités liées au handicap, je vous disais qu'il y a une autre fiche qui, à mon sens, vous fournit un certain nombre de repères, de conseils pour vous accompagner. C'est la fiche sur le consentement de la personne en situation de handicap.
Donc une fiche que voilà, en travaillant sur ce livre avec un team Agir, qui est pour moi, c'est une des fiches qui est, je pense, assez importante, hein, qui revient sur bah, la notion de consentement, qu'est-ce que c'est, mais surtout, en fait, cette fiche, elle va vraiment mettre en avant les spécificités en fait, du consentement en lien avec le handicap. Et en fait, elle va nous montrer que le consentement des personnes en situation de handicap, bah, malheureusement, il est trop souvent ignoré, minimisé ou manipulé par rapport à un certain nombre de facteurs. Et pour moi, c'est vraiment une notion qui est importante, notamment dans la prévention des violences sexuelles, puisque concrètement, on va voir que la notion de consentement, elle est peu expliquée, peu mobilisée chez les personnes en situation de handicap. Et malheureusement, ça constitue un vrai risque pour elles, puisque concrètement, hein, si je vous donne un exemple, le consentement au quotidien, chez une personne en situation de handicap par rapport aux aidants professionnels, bah, il n'est pas toujours demandé. Ça peut être sur des choses très pratico-pratiques, hein, sur le choix des vêtements, etc. Et bah, concrètement, du coup, on inculque peu la culture du consentement en fait, aux personnes en situation de handicap. Et bah, du coup, ça va se répercuter notamment sur leurs relations euh, plus intimes. Ça va devenir plus compliqué d'exprimer son consentement dans des relations affectives et intimes. Et du coup, il y a toute une notion euh, qui est développée dans le livret, pardon, sur comment favoriser le consentement. Et cette fameuse notion qui est développée, c'est la notion d'autodétermination. Cette notion d'autodétermination, je ne suis pas spécialiste du handicap, donc la fille, je vous l'expliquera mieux que moi, mais l'idée, c'est cette phrase, je l'aime beaucoup, c'est ne faites jamais rien pour moi sans moi. C'est l'idée de toujours prendre en compte les besoins de la personne, son avis, son consentement dans un certain nombre d'actes de la vie quotidienne. Puisqu'on le sait, les personnes en situation de handicap vont être dépendantes d'une autre personne à des degrés évidemment variables, mais c'est toujours important dans l'accompagnement d'avoir cette approche où on considère les choix de la personne. Voilà pour cette fiche sur le consentement. Donc voilà, vous avez tout un schéma hein, sur le développement du coup de cette fameuse notion d'autodétermination. Euh, voilà pour cette fiche. Et ensuite, sur les spécificités du handicap, on a également pour moi une autre fiche qui est une des fiches les plus importantes, je pense, de ce livret, qui est la fiche sur les spécificités d'un entretien et ou d'une audition avec une personne en situation de handicap. Donc, cette fiche, elle va vraiment donner des conseils clés pour vraiment adapter sa posture. Elle va vraiment mettre en avant le fait bah, que c'est important d'avoir une attention particulière par rapport au recueil de la parole d'une personne victime de violence. Donc, une personne qui a vécu des violences, elle se trouve, enfin, les mécanismes psychologiques, la violence qu'elle a subie, elle est éminemment complexe à exprimer. C'est vraiment c'est un vrai sujet. Et déjà que c'est complexe pour les personnes qui ne sont pas en situation de handicap, mais une personne en situation de handicap, c'est encore plus complexe et il y a vraiment un certain nombre de choses à avoir en tête pour, euh, pour correctement accompagner les personnes. Donc voilà, vous avez vraiment des conseils clés pour pouvoir vraiment mener un entretien adapté pour accompagner le plus justement possible la personne. Donc voilà, je vais juste vous énoncer les grandes lignes, hein, identifier les besoins spécifiques de communication. Donc voilà, se renseigner sur le mode de communication utilisé par la personne, etc. Adapter sa manière de communiquer, voilà, l'utilisation d'un langage clair, toujours vérifier la compréhension de la personne,
s'assurer qu'on utilise, qu'on a le même langage, hein, parfois reformuler certains mots, ou s'assurer que on a bien la même définition de du vocabulaire utilisé. Créer un cadre sécurisant et respectueux. Euh, Tout un volet sur porter attention à ses propres représentations. Donc voilà, c'est là, on a une fiche aussi spécifique sur les stéréotypes, hein, mais vraiment déconstruire un certain nombre de biais que tout à chacun peut avoir, hein, et qui peut malheureusement minimiser certains signaux d'alerte. Voilà, c'est vraiment important de prendre conscience en fait de ces représentations qui peuvent malheureusement avoir des conséquences sur l'accompagnement d'une personne victime de violence. Voilà voilà pour cette fiche. Et en tout cas, voilà, pour les fiches qui vraiment ont vocation à répondre un petit peu à cette difficulté pour comprendre les spécificités, liées au handicap en matière de violence. Ensuite, une autre difficulté qui est ressortie, bon, peu en tout cas dans vos réponses, hein, au questionnaire, mais c'est cette idée qu'on a un certain nombre ça fait le lien avec ce que je disais plus tôt, un certain nombre de stéréotypes ou de représentations, hein, parfois inconscientes, qui peuvent malheureusement minimiser le risque de violence ou compliquer leur repérage. Donc voilà, ça fait l'objet également d'une fiche spécifique que vous avez dans la première partie, dans le chapitre 1, sur les stéréotypes liés au handicap. Donc, dans cette fiche, vraiment, on va décrire, hein, ce qu'est un stéréotype, et on va vous inviter à essayer de déconstruire un certain nombre de stéréotypes. Et dans cette fiche, on va surtout expliquer l'impact concret que peut générer malheureusement ces stéréotypes qui sont inconscients, qui sont pas voulus, hein. Les stéréotypes, malheureusement, ils structurent un certain nombre de nos représentations sociales, et c'est un travail au long cours, hein, pour en déconstruire un certain nombre. Mais l'idée, c'est vraiment d'en avoir conscience, puisque ça a vraiment voilà, des impacts importants dans le cadre, là, notamment de la prévention et de l'accompagnement des personnes victimes de violences, et notamment des personnes en situation de handicap. Donc, je ne vais pas euh, trop étayer, mais voilà, on a beaucoup de stéréotypes comme quoi les personnes en situation de handicap sont considérées comme pas autonomes, sont considérées comme inférieures, pas capables, sans capacité cognitive. Et il y a aussi tout un stéréotype que voilà, dans, dans notre travail avec Intimagir qui ressort énormément, c'est le fait que beaucoup de personnes considèrent que les personnes en situation de handicap n'ont pas de sexualité au niveau de leur vie intime, affective et sexuelle. Et du coup, ça, c'est un vrai biais, hein, c'est une invisibilisation déjà de leurs droits, et aussi ça renforce leur isolement. Et c'était vraiment un enjeu qui est hyper important, et ça fait le lien avec la fiche sur le consentement. Voilà, donc globalement, voilà, ces croyances, hein, ces stéréotypes, ils vont contribuer malheureusement à invisibiliser les violences, à minimiser un certain nombre de signaux d'alerte. Donc voilà, c'est vraiment voilà, important d'en avoir conscience pour améliorer le repérage et la prise en charge des personnes concernées. Donc une autre difficulté qui est ressortie bah, dans, dans le travail qu'on a mené, et qui est aussi ressorti dans vos réponses, c'est la difficulté à identifier les violences, leur nature et leurs signaux d'alerte. Donc, par rapport à cette difficulté, de la même manière, je vais reprendre le sommaire, et vous avez plusieurs fiches qui, je l'espère, aident en tout cas à faire face à cette difficulté. Donc, on a la fiche sur les différentes formes de violence, on a la fiche sur les conséquences des violences, et on a également la fiche sur comment repérer les violences. Donc, je vais aller rapidement sur les fiches en question. Euh, donc, la fiche sur les différents types de violences, hein, elle va vraiment mettre des mots
sur les différentes formes que peuvent prendre les violences, en insistant sur le fait que les violences se cumulent entre elles. Et voilà, vous avez hein, les différentes formes de violence et des exemples enfin, des exemples parlants, hein, si je puis dire, par rapport adaptés aux personnes en situation de handicap. Donc, par exemple, hein, violence psychologique pour une personne malvoyante, ça va être par exemple la confiscation par un tiers de la canne de déplacement d'une personne non-voyante. Un aidant qui rappelle continuellement à la personne handicapée qu'elle est à sa charge. Donc, on voit qu'on a vraiment des violences spécifiques qui vont s'exercer et qui vont prendre appui en fait sur le handicap de la personne. Ensuite, cette fiche, elle fait état que les violences, clairement, il y a pas d'espace qui échappe, hein. Elles interviennent dans tous les lieux. Et, euh, et elles interviennent aussi même dans les structures d'accueil justement des personnes en situation de handicap. Et c'est vraiment important d'avoir ça aussi en tête. J'ai pas de chiffres, je pense qu'il doit y avoir des chiffres sur cette notion-là, mais je sais on en avait échangé avec les collègues d'Intimagir. Et vous avez aussi voilà, une fiche qui étaye tout le continuum de violence, hein, où on voit que les stéréotypes, enfin, voilà, un certain nombre de facteurs constituent le terreau fertile aux violences qui peuvent s'exercer dans la société, et principalement en direction des femmes, et notamment celles qui sont en situation de handicap. Ensuite, je vous disais une autre fiche qui permet un petit peu de vous aider sur l'identification des violences et leurs signaux d'alerte. C'est la fiche sur les conséquences des violences. Donc voilà, là clairement, hein, elle va mettre en lumière les conséquences des violences, hein. Elles peuvent à la fois elles sont souvent à la fois immédiates, mais elles peuvent aussi avoir des conséquences à court et long terme. Donc des conséquences psychologiques, des conséquences physiques, des conséquences sur la vie sociale et professionnelle. Euh, voilà, il y a vraiment les conséquences psychologiques avec les symptômes post-traumatiques. Ils sont vraiment hyper importants à comprendre. Il y a vraiment toute une fiche que je vais étayer après, hein, notamment sur la difficulté sur le mécanisme des violences, sur la notion d'emprise. C'est vraiment des notions qui sont hyper importante à comprendre pour accompagner les personnes qui sont victimes de violences. Donc globalement, hein, les conséquences des violences ne diffèrent pas nécessairement d'une personne en situation de handicap et une personne qui n'est pas porteuse, qui n'est pas en situation de handicap, mais clairement, l'impact, les conséquences des violences vont vraiment être encore plus importantes, si je puis dire, peuvent vraiment aggraver la situation de handicap. Voilà pour cette fiche. Et ensuite, une autre fiche qui, pour moi, est assez centrale hein, dans ce livret, c'est comment repérer les violences. Donc, c'est vraiment une fiche qui va mettre en exergue à l'ensemble des signaux d'alerte qui sont. C'est vraiment c'est vraiment un faisceau d'indices à prendre en compte. Il peut y avoir toute ou une partie de ces éléments-là qui peuvent être symptomatiques d'une situation de violence pour une personne. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que globalement, hein, les signaux d'alerte pour les personnes qui ne sont pas en situation de handicap sont les mêmes, hein. Mais en fait, ce qui est important de prendre en compte, c'est qu'en fait, ces signaux d'alerte pour les personnes en situation de handicap, ils vont être beaucoup moins pris en compte. Que ce soit de manière totalement consciente et pas volontaire, évidemment, hein, mais par l'entourage, les professionnels, du fait, en fait, vraiment de la représentation du handicap. Il y a un certain nombre de signaux d'alerte. En fait, on va les voir, mais en fait, on ne va pas les voir comme des signes réellement de violence. On va se dire, je ne sais pas comment dire, mais ce caractéristique-là, il s'explique de par le handicap de la personne. Du coup, voilà, c'est vraiment dans ce sens-là où c'est important d'avoir un recul et d'en être conscient et consciente. Voilà. La plupart des manifestations peuvent être attribuées au handicap plutôt qu'à la violence.
Voilà pour cette difficulté et les fiches en tout cas qui vous donnent des clés. Ensuite, une autre difficulté qu'on a mis, qui est ressortie, je n'ai plus en tête exactement combien de personnes l'avaient sélectionnée, mais c'était la difficulté sur la méconnaissance des mécanismes de violence, et notamment voilà, sur tous les mécanismes psychologiques, les symptômes post-traumatiques, voilà, qui sont vraiment très importants à comprendre. Donc là, on a deux fiches, on va dire, qui vous donnent des éléments par rapport à ça. Une fiche sur le mécanisme de l'emprise et le cycle des violences, et également une fiche sur la révélation des violences. Et donc, à mon sommaire, donc le mécanisme de l'emprise et le cycle des violences. Voilà, donc vraiment cette fiche, elle va vraiment mettre en exergue ce fameux mécanisme de l'emprise, qui est vraiment un phénomène de violence psychologique qui va vraiment s'installer dans le temps, qui va provoquer des sentiments de peur, de honte, de culpabilité, tout en créant en fait une dépendance vis-à-vis de l'agresseur. Et, euh, et quand l'agresseur, c'est la personne qui nous aide, c'est éminemment complexe et compliqué pour la personne, puisqu'en fait, le mécanisme d'emprise est très fort hein, dans l'analyse des violences subies par les femmes. Mais en fait, le mécanisme d'emprise, il est d'autant plus important pour les personnes en situation de handicap, puisque on a une forme il y a une forme de dépendance hein, et une vulnérabilité qui caractérise les personnes qui sont en situation de handicap. Donc voilà, c'est vraiment important de clarifier les mécanismes pour vraiment pour comprendre hein, comment les violences s'installent et surtout comment ce phénomène d'emprise il se met en place. Et vous avez voilà, un schéma que les CDFF, hein, les juristes, utilisent énormément, c'est le fameux cycle, le cycle des violences hein, qui montre comment, enfin, ça illustre aussi hein, d'une certaine manière le phénomène d'emprise, mais voilà, vraiment cette phase où il y a les violences surviennent, hein, qui peuvent être de différents types. Vous avez à chaque fois une mise en exergue de la réaction de la victime. Donc voilà, il y a une violence qui s'exerce. Ensuite, l'agresseur va vraiment déresponsabiliser, dire mais moi j'ai agi comme ça parce que si, parce que ça. Donc se culpabilise clairement la victime, se déresponsabilise de ses actes. Ensuite, on va avoir cette fameuse phase un petit peu de lune de miel, exprime ses regrets. Du coup, la victime, elle a espoir en tout cas que les choses changent, que les choses s'améliorent au sein de son couple. Mais finalement, voilà, ça, c'est un cycle. Enfin, vraiment, c'est un cycle qui va vraiment se répéter dans le temps, puisque l'agresseur va vraiment instaurer ce climat de tension. Et c'est vraiment ce schéma-là, et je suis désolée, je pense que je ne vous l'explique pas de la manière la plus simple possible. Les juristes l'expliqueraient beaucoup mieux que moi. Mais c'est vraiment un cycle qui est important à comprendre dans le mécanisme des violences et qui explique que le processus hein, de sortie de violence pour une femme et encore plus en situation de handicap, et il est long, il est complexe par rapport à ce cycle-là. Hein. Je ne sais plus exactement le chiffre, mais une femme fait environ entre 5 à 7 allers-retours avant de sortir de cette situation de violence, de violence au sein du couple, notamment de par en fait ce cycle qui se met en place au sein du couple et au sein des relations et qui peut du coup se lire aussi euh, à travers la personne qui accompagne la personne en situation de handicap. Voilà pour cette fiche. Et la deuxième fiche que je voulais étayer par rapport à la méconnaissance des mécanismes des violences. Oui, l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi tout un... pareil, là, c'est les psychologues des CDFF, vous l'expliquerez encore une fois mieux que moi, mais c'est voilà, tous ces mécanismes psychologiques, voilà, quand une personne subit des violences, il y a plusieurs réactions hein, dans notre cerveau
qui vont se mettre en place. Soit c'est se battre, réagir, soit fuir, ou soit quand on n'a pas les moyens de le faire, et ben en fait on est figé. Et c'est là où vraiment il y a la notion de sidération psychique qui rentre en jeu, qui fait que les personnes en fait sont impuissantes, et c'est vraiment un mécanisme psychologique qui est très documenté, qui font que les personnes sont en incapacité de réagir. Et en fait, la sidération, elle est encore plus importante chez les personnes en situation de handicap, puisque clairement, fuir, se battre quand vous êtes en fauteuil roulant, cette option-là dans votre cerveau, elle apparaît pas en fait. Elle apparaît pas. Se battre également, c'est pas possible. Donc vraiment ce phénomène de sidération où la personne juste elle est terrorisée, elle ne peut plus rien faire, qui est vraiment important à comprendre et à mettre en place. À comprendre, oui, à comprendre, pas à mettre en place, pardon. En tout cas, analyser. Et ensuite, la fiche sur la révélation des violences. Je vais me remettre sur le sommaire. Donc voilà, là, cette fiche, elle va aider à comprendre en fait comment le processus de révélation des violences, il est complexe. Il est évidemment complexe pour toute personne, et en fait, il est encore plus complexe pour les personnes en situation de handicap par rapport à un certain nombre de choses, hein. Vous les avez là à l'écran, hein. Je l'ai un petit peu étayé, hein, sur les préjugés sur la situation de handicap. On a tendance à penser que les personnes en situation de handicap peuvent être protégées, sont moins exposées aux violences, alors que c'est tout l'inverse, hein. Ça augmente le handicap augmente la gravité et la fréquence des violences. Le fait que leur parole, elle est souvent remise en question. Donc, faire part des violences qu'on a subies, c'est encore plus compliqué pour une personne en situation de handicap, de par justement les préjugés, les représentations qu'on peut avoir, hein, de manière inconsciente ou non. Je suis revenue dessus, du coup, voilà, cette fameuse minimisation des symptômes post-traumatiques. Voilà, certains comportements liés au traumatisme des violences qui peuvent être attribués au handicap plutôt qu'aux violences. Les difficultés de communication, hein, pour exprimer ce qu'on a vécu. Voilà, pareil, ça, on l'avait beaucoup, on en avait échangé avec un Timagir, la peur de perdre la personne aidante. Quand l'aidant, c'est l'agresseur, je pense que tout à chacun peut se rendre compte comment c'est éminemment complexe de révéler les violences, puisqu'on redoute qui va nous accompagner dans nos démarches, hein, etc. Voilà rapidement pour cette fiche. Et j'en ai fini pour un petit peu, hein, les fiches qui vous donnent des clés sur la difficulté de la méconnaissance des mécanismes de violence. Je vais retourner au sommaire. Et voilà, l'autre difficulté, hein, qui est ressortie dans le cadre du travail qu'on a mené, et c'est aussi une des difficultés sur lesquelles il y a eu le plus, qui a été le plus sélectionné dans la question posée précédemment, c'est l'accueil de la parole, la crainte de mal faire, les difficultés qu'on peut rencontrer pour accueillir la parole, est-ce qu'on utilise les bons mots, etc. Donc là, on a deux fiches qui ont vocation à essayer d'aider tout à chacun par rapport à cette difficulté. On a la fiche sur la posture de l'écoutant, et également la fiche sur les spécificités d'un entretien et ou d'une audition avec une personne en situation de handicap. Et cette fiche-là, on l'avait vu précédemment sur justement les spécificités liées au handicap. Donc, je vais aller sur la fiche sur la posture de l'écoutant. Donc voilà, là, ça vous donne vraiment des clés sur ce qu'il est recommandé de faire, et plutôt voilà, les précautions à avoir par rapport à ça. Donc voilà, tout ce qui est l'écoute à faire, hein, globalement, c'est l'écoute active, avoir conscience des conséquences psychotraumatiques des violences, ne pas être dans le jugement, euh, veiller à son langage non verbal, voilà, tout un ensemble de petites préconisations, bien répéter que les violences sont interdites par la loi, etc.
vraiment des éléments assez concrets pour se préparer quand quand on recueille la parole, et également aussi à ne pas faire, hein, dire, voilà, dire ce n'est pas normal, demander pourquoi, juger l'impact pour la personne au regard de la situation. Voilà, tout un ensemble d'éléments pour vous accompagner. Voilà, cette fiche, pardon, vous délivre aussi des questions clés, justement là, très axées sur la prévention, hein, comment vous vous sentez, comment vos proches se comportent avec vous, euh, de manière dans le couple, bah voilà, en cas de dispute, comment ça se passe, etc. Voilà pour cette fiche. Et ensuite, on a, je ne vais pas revenir dessus du coup, mais il y avait la fameuse fiche aussi sur les spécificités d'un entretien et ou d'une audition avec une personne en situation de handicap, qui voilà, vous donne aussi un certain nombre d'éléments sur la posture que vous pouvez adapter face aux situations que vous pouvez rencontrer. Voilà pour voilà, cette difficulté-là sur correctement accueillir la parole. Ensuite, une autre difficulté qui était ressortie, pareil, j'ai plus exactement en tête le nombre de personnes qui ont pointé cette difficulté-là dans la question précédemment, mais c'est le flou sur le cadre juridique et les obligations des professionnels. Donc voilà, concrètement, comment ça expliquer de manière simple, on va dire, à une personne comment le système judiciaire fonctionne en matière de violence, comment qualifier correctement les infractions et les obligations qui incombent aux professionnels au regard des situations de violence envers les personnes en situation de handicap. Donc là, par rapport à cette difficulté, je vais retourner sur le sommaire. Il y a trois fiches, pardon, que j'ai sélectionnées qui, de la même manière, voilà, vous donnent un petit peu des clés par rapport à cette difficulté et ce besoin. On a une fiche sur les obligations donc, des professionnels au regard des situations de maltraitance envers des personnes vulnérables. On a la fiche ce que dit la loi sur les violences et une fiche sur le parcours judiciaire. Par exemple, la fiche 3 sur l'obligation des professionnels au regard des situations de maltraitance envers les personnes vulnérables. Donc là, globalement, cette fiche, elle clarifie un petit peu les devoirs, oui, les devoirs de protection, le cadre et le cadre de signalement par rapport aux situations de violence. Et elle revient aussi sur notamment la levée du secret professionnel qui peut susciter aussi un certain nombre d'interrogations. Voilà pour cette fiche. Ensuite, on a la fiche ce que dit la loi sur les violences. Alors, elle va être juste ici. Voilà, donc là, cette fiche, hein, elle revient sur la définition, la classification des différents types d'infractions spécifiques aux violences, voilà, entre contravention, délit et crime. Donc voilà, elle donne vraiment, vous allez le voir sur la diapositive suivante, mais vraiment, elle définit les types d'agissements qui sont punis par la loi, en les classant hein, dans les contraventions, délits, crimes. Et en fait, surtout, elle va mettre en avant les circonstances aggravantes du fait que les faits concernent une personne qui est en situation de handicap. Donc voilà, globalement, les peines d'emprisonnement sont augmentées, les amendes également. Euh, voilà. Et ensuite, une autre fiche qui clarifie un petit peu sur le volet juridique. C'est la fiche sur le parcours judiciaire. Elle est juste ici. Voilà, où là vraiment, ça va un petit peu retracer le, le système judiciaire, comment il s'organise face aux situations de violence.
Voilà, donc là, vous avez vraiment un schéma qui présente les choses de manière simple. Voilà, c'était vraiment en tout cas, hein, je pense que vous l'avez vu à travers toutes les fiches que je vous ai présentées, mais il y a vraiment un gros travail qui a été fait par les services communication d'Intimagir pour vraiment illustrer le livret à travers un certain nombre de schémas pour voilà, plus facilement comprendre les éléments. Et aussi, par exemple, voilà, cette fiche, par exemple, elle peut vraiment être utilisée justement dans l'accompagnement direct avec une personne pour justement expliquer de manière simple et schématique comment ça se passe à partir du moment, voilà, on décide de porter plainte, la suite du processus, comment ça se passe. Et là, ensuite, voilà, vous avez vraiment toutes les parties qui sont étayées sur voilà, comment ça se passe au niveau du dépôt de plainte, des petites préconisations sur voilà, quand on est une personne en situation de handicap, des petites choses à pouvoir mettre en place pour que ça se passe le mieux possible. C'est des choses qui sont anticipées, puisque malheureusement, euh, il n'y a pas, enfin, dans tout, que ce soit dans les postes de police, mais globalement dans tous les services c'est pas toujours forcément adapté et c'est là où les dents, enfin les personnes qui vont accompagner les personnes ont un rôle important à jouer pour faciliter au mieux euh, les, euh, les processus d'accompagnement. Et là, on revient aussi hein, sur la formation des interlocuteurs, notamment des policiers. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que je ne vous l'expliquerai pas peut-être le plus justement possible. Les juristes vous l'expliqueraient beaucoup mieux que moi, mais voilà, en tout cas, toutes les phases sont explicitées, étayées d'une manière le plus simple possible pour que ça soit compréhensible par toute personne, même en n'étant pas juriste. Voilà pour cette dernière fiche par rapport voilà, à cette difficulté sur comprendre vraiment le cadre juridique sur les violences sexistes et sexuelles et les obligations des professionnels. Et enfin, l'autre difficulté hein, qui, qui est ressortie de par vos réponses et qui est ressortie nous, dans le cadre de notre travail, c'est voilà, les incertitudes sur l'orientation des victimes, notamment en fonction des besoins, des urgences. Et je vais retourner sur le sommaire. Et là, on a deux fiches qui vous donnent des éléments. Vous avez les deux fiches qui sont dans l'orientation des victimes, le réseau d'accompagnement et le travail en réseau, et les numéros d'urgence. Donc voilà, cette fiche, elle est généraliste, hein, elle s'adapte partout. Enfin, elle s'adapte partout, elle est transposable. On n'a pas des structures spécifiques forcément Grand Est. Voilà, vraiment les structures d'accompagnement d'information. Et on insiste sur cette fiche, hein, sur l'importance du travail en réseau. Et enfin, vous avez la fameuse fiche qui revient sur l'ensemble des numéros d'urgence. Voilà, une fiche sur laquelle on est face à une situation dans l'urgence, dans l'immédiateté, directement avoir les numéros à disposition et choisir le bon numéro en fonction des besoins que tout à chacun peut identifier dans le cadre dans lequel il se situe. Dans le cadre, il se situe. Donc voilà, pour avoir des réactions rapides et adaptées. Donc voilà un petit peu par rapport aux difficultés, en quoi on essaie de construire des fiches qui peuvent y répondre. Et c'était la dernière difficulté, en tout cas, qu'on a souhaité mettre en avant ici. Voilà, je ne vous ai pas étayé du coup toutes les fiches parce que après mon propos, je pense que c'est aussi important que chacun et chacune prenne le temps voilà, de lire ce livret, de voir comment enfin, chacun en fonction de son type, de ses besoins aura, je pense, un usage différent. Mais voilà, on va pouvoir du coup échanger hein, il y a d'autres difficultés, hormis celles qu'on avait pu mettre dans le questionnaire. D'autres difficultés, n'hésitez pas à en faire part dans le chat ou là à prendre la parole. Et voilà, on peut essayer de regarder comment le livret peut y répondre. Et si voilà, s'il n'y répond pas, voilà, ça pourra en tout cas faire l'objet de travaux complémentaires. Donc voilà pour cette petite phase.
J'espère que c'était pas trop long. C'était un peu compliqué de se dire voilà comment vous présenter de manière la plus simple possible, un petit peu comment utiliser le livret. Mais voilà, je trouvais que le fait de voir en fonction des fiches, le fait de vous montrer que c'est cliquable, qu'on a des fiches assez courtes, assez visuelles et comment on peut naviguer dedans par rapport aux difficultés qu'on identifie. Voilà, voilà, l'idée c'était de vous montrer que vraiment l'usage pratique de ce livret et aussi bah, sa cohérence en fait avec les difficultés que tout à chacun peut rencontrer dans son parcours, enfin oui, dans les situations qui peuvent que tout à chacun peut rencontrer sur le volet professionnel, mais pas que. Voilà pour ça. Enfin, j'espère en tout cas que voilà, ce livret vous offre de véritables clés pour faire face à certaines difficultés. Et je ne vais pas m'éterniser plus que ça. Mais voilà, n'hésitez pas à faire part, avant qu'on continue hein, sur la diffusion, à faire part de certains retours, certaines difficultés qu'on n'a pas, que j'ai pas abordées. Et voilà, on peut essayer de regarder si le livret y répond. On a eu une coupure. N'hésitez pas si le livret, je sais pas, on t'entend plus. Ah, là, vous m'entendez correctement? Là, c'est bon, oui. Donc, tu disais, n'hésitez pas si... Oui, je disais, bah voilà, entre guillemets, là, on a mis en exergue un certain nombre de difficultés. L'objectif, c'était vraiment de vous montrer en quoi, à travers ce livret, on tente en tout cas de vous donner des clés pour répondre à ces difficultés, tout en vous donnant à voir concrètement sur comment est construit le livret, les fiches. Mais voilà, bien entendu, je pense que les difficultés qu'on a notées là dans, euh, dans le MOOCLAP, il y en a bien d'autres, donc n'hésitez pas voilà, aussi à faire part des difficultés que vous pouvez rencontrer par rapport aux situations de violence subies par les personnes en situation de handicap. Et on peut voir là, de la même manière comment le livret peut y répondre. Et s'il y répond pas, bah, ça fera l'objet de travaux, ça pourrait faire l'objet de travaux complémentaires. On t'entend plus. Alors, du coup, c'est normal, je laissais éventuellement un petit temps Ah, si jamais pardon, certaines personnes veulent pardon. réagir, Bah, mais s'il n'y a pas ok, de donc ouais, réaction immédiate, n'hésitez pas, en effet, là, s'il y a besoin d'interagir avec Hélène. si ça amène pas de réaction particulière là, de manière directe, peut-être je vais arrêter mon partage d'écran et peut-être Hélène reprendre la suite du diaporama avec les éléments par rapport à la diffusion de ce livret et ensuite on pourra réouvrir le temps de questions-réponses. Oui, alors on va partager justement le diaporama. Donc là, la question est de savoir bah, comment s'approprier pardon, ben, le livret. Il y a deux manières, on va dire. Il y a par le site Intimagir qui est vraiment l'endroit où la ressource va se retrouver et évidemment, ce sera relayé via le site du CIDFR, FRCIDFF Grand Est. Je vais d'ailleurs vous mettre en lien dans la conversation les différents liens pour pouvoir les télécharger. Alors, donc là, je vais vous mettre hop, la ressource dans la conversation. Et puis, je vais vous mettre aussi également le lien pour pouvoir vous connecter aux différentes newsletters et du FRC et DFF et Intimagir, sur lesquels d'ailleurs vous pourrez retrouver les informations. Alors, là, ici, et je mets aussi notre lien vers le site internet. Voilà, donc là, vous avez, dans un premier temps, dans la discussion, ce sera de toute façon, les liens seront dans la vidéo qui sera en replay, dans la description. Ce sera aussi dans les newsletters qui seront rediffusés donc, au chaque début de mois.
Vous aurez donc toutes les informations. Et puis évidemment, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez le recevoir par mail. Donc là, en tout cas, dans la conversation, je vous mets les différents liens. On est bien sûr disponible si vous avez des questions par rapport à ce livret. Pour moi, là, je regarde dans la discussion. Est-ce que vous aviez des questions particulières, en tout cas sur ce livret? Ou la question qu'on vous pose dans ce cas, est-ce qu'il vous semble répondre en tout cas aux questions concernant les personnes victimes de violences et porteuses de handicap? Déjà, est-ce que ça répond à quelques questions? Est-ce que vous avez des observations? Voilà. Peut-être moi je veux bien intervenir. Louise Balzini, je travaille sur le centre ressources Antimagir Occitanie. Nous, c'est un outil. Bonjour. C'est un outil nous, sur lequel on était tout à fait sur le constat d'un manque sur le territoire pour accompagner les professionnels, les proches aidants à se saisir de cette question-là, parce que nous, effectivement, on se rend compte d'une banalisation, souvent d'une minimisation et également d'un grand sentiment d'être démuni face à ces situations-là, de ne pas savoir comment les accueillir, les accompagner. Donc nous, c'est sûr qu'on va se saisir de ce travail-là pour pouvoir le porter dans les réunions qu'on organise avec les professionnels et proches aidants pour essayer de lever un peu les freins et de proposer des leviers. Donc nous, c'est sûr qu'on... Merci pour ce travail parce qu'on va vraiment s'en servir pour continuer de travailler sur ce sujet-là. Et alors, je ne sais pas si, j'imagine que vous en avez peut-être parlé dans le premier webinaire, mais j'y étais pas. Si dans la création du livret, vous aviez pu prendre les avis, la participation de personnes concernées pour les impliquer aussi dans la création de l'outil et pouvoir les intégrer aussi dans cette réflexion-là. Alors là, sur comment dire, la création d'outils, bien évidemment, qu'il y a des ressources qui ont été cherchées pour qu'on puisse répondre au mieux en fonction de toutes les situations. C'est un outil voilà, qui a à destination des personnes qui peuvent être en lien avec des personnes victimes de violences. Donc, en tout cas, il y a plusieurs personnes qui sont concernées, en tout cas, dans l'élaboration de ce livret. Donc, oui, en tout cas, on a interpellé des personnes qui sont concernées pour pouvoir répondre, en tout cas, à cette demande. J'en profite, enfin, faire une petite, parce que ça m'interpelle sur le fait d'utilisation de l'outil. On n'a pas pour l'instant, c'est un outil qui est numérique. S'il y a des structures qui veulent le faire imprimer, c'est possible de voir avec nous pour qu'on puisse rajouter votre logo pour justement valoriser l'impression que vous pouvez mettre en place et de vous donner du coup le document pour relayer sur votre réseau. Là, c'est vrai qu'on est sur... on ne peut pas forcément distribuer, nous, on est en train de voir pour avoir quelques éditions en tout cas. Mais voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des si vous êtes professionnel et que vous voulez faire des impressions, on peut rajouter donc votre logo pour diffuser auprès de votre public. Ce qui montre aussi votre engagement sur la sensibilisation des violences et handicap. Voilà. Eh bien, parfait, on a de bonnes réponses dans la discussion. Merci beaucoup. En tout cas, nous, on est très contents d'avoir mis en place ce livret. C'est un gros travail collaboratif, en tout cas, entre le CIDFF, FRCDFF et Intimagir Grand Est, en tout cas. On espère que c'est un outil qui va vous permettre d'accompagner au quotidien les personnes qui sont dans des situations un peu complexes. Voilà, on a essayé de faire au mieux pour que ce soit un outil qui puisse être le plus agréable, en tout cas, et le plus accompagnant dans des situations, hélas, souvent qui passent sous les radars.
Hélène, tu avais quelque chose peut-être D'accord. Alors, je suis intéressée à l'impression avec notre logo. Dans ce cas, je vous mets l'adresse mail directe, comme ça vous pouvez nous contacter et puis on peut mettre ça en place très rapidement. Oui, en tout cas, on pourra peut-être via un article, Hélène, je ne sais pas pour comment justement bien répertorier en fait l'ensemble des structures qui sont intéressées. Je pense que peut-être une gestion via un mail, je ne sais plus exactement ce que tu m'avais proposé la dernière fois. Alors, oui, pour l'instant, donc là, si c'est de toute façon pour de l'impression. Ah oui, pardon, attends, je crois que je comprenne bien ta En, question. Ouais. en gros, pour les personnes qui désirent justement pouvoir l'imprimer avec une page où ça intègre leur logo sur le mode opératoire, l'idée c'est qu'ils puissent contacter Intimagir. Voilà, c'est pour ça que je mets le lien justement Parfait, c'est bien ça. dans la discussion. Super. Donc oui, on est bien d'accord. Pardon, je voulais pas me perdre Non, mais dans mes pas de explications. souci, c'est moi aussi peut-être que je t'ai embrouillé. Alors Mais oui, voilà, j'ai mis le lien de discussion. Donc vous passez par Intimagir, on met à disposition et évidemment on tient au courant le FRCIDFF sur comment dire, sur la portée aussi de ce document. C'est bien de pouvoir nous faire des retours en nous disant, bah voilà, on a utilisé votre outil. Nous, on peut aussi le relayer d'ailleurs sur nos réseaux sociaux et ça nous permet un petit peu de faire un bilan sur la portée de ce travail collaboratif. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter en nous disant, bah voilà, moi je l'ai utilisé dans telle situation, ce que ça vous a apporté, ou je veux le faire éditer. Et nous, dans ce cas, on vous rajoute votre logo pour l'impression, comme je vous disais, pour valoriser aussi votre action auprès de nous. Donc, voilà. En tout cas, vous avez le mail du Centre Ressources Intimagir. Et puis même, vous pouvez prendre contact avec le CIDFF, hein, FFR-CIDFF, pour plus d'informations. En tout cas, voilà. Merci beaucoup pour le message. Et on prend les bravos, hein, Hélène? oui, merci beaucoup On pour les tous ces retours. accepte, on les prend. Oui, surtout que là, c'est vraiment le fruit d'un travail. Ça fait un moment qu'on travaille dessus. Et là, de finaliser, enfin, là, d'avoir ce dernier webinaire, la publication du livret, enfin, c'est vraiment la concrétisation du travail et d'avoir vos retours positifs. C'est vraiment chouette. Et comme disait Hélène, vraiment, on est aussi curieuse d'avoir vos retours a posteriori quand voilà, vous aurez lu l'entièreté du livret, comment vous en être approprié, etc. Et en tout cas, juste pour revenir sur ce que Hélène disait, je vais vous faire un mail, on va dire, post-webinaire où vraiment on vous remettra les liens, les deux liens de rediffusion, le lien vers le livret et en précisant justement aussi cette question au niveau de l'impression et l'ajout de votre logo. Et voilà, et juste préciser qu'on est en discussion actuellement avec la région Grand Est et la préfecture de région et notamment la DRDFE pour ce qui est voilà, des impressions en version papier. Voilà, c'est vraiment les deux acteurs qui nous soutiennent hein, dans ce projet-là. Ils ont contribué à. Il y a deux éditos, un de la préfecture de région et un de la région Grand Est dans ce livret-là. Et voilà, on est en discussion actuellement pour espérer avoir des impressions papier. Donc, on pourra vous tenir informés sur les suites à venir si cela se concrétise. Ouais, donc n'hésitez pas à vous abonner aux newsletters pour justement suivre les informations aux newsletters de chacun. Les liens ont été mis dans la discussion. Comme ça, à ces moments-là, on mettra aussi les nouveautés, en tout cas concernant la suite de ce livret. Eh bien, Et bah, merci à vous en tout cas. Et puis, on a hâte d'avoir vos retours. Et puis, aux collaborations aussi sur les impressions. On se tient à disposition. merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation. Et voilà, je vais répéter ce qu'Hélène vient de dire, mais voilà, on espère vraiment que cet outil vous sera utile et on est curieux et curieuse d'avoir vos retours. Et merci beaucoup pour votre participation, votre mobilisation, votre intérêt, vos retours par rapport à ce projet.